tous, et je vous retrouve pour cette toute première chronique littéraire en version vidéo. Alors j'espère que cela apportera un peu plus d'interactivité aux chroniques classiques que je peux poster sur mon blog. Ne vous inquiétez pas, je continuerai à les poster normalement pour ceux qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas le temps de regarder les vidéos, mais j'espère qu'avec ces vidéos, pourquoi pas, on aura plus de possibilités pour aborder certains sujets plus en profondeur, ou pourquoi pas lancer des discussions auxquelles vous pourrez me répondre en commentaire si vous avez des avis différents. Donc voilà, alors, premier livre, et un gros coup de cœur, La Reine clandestine de Philippa Gregori. Je vous avais dit déjà dans la vidéo challenge lecture du mois de février-mars que j'attendais avec impatience de pouvoir lire ce livre. Je sais que j'avais remarqué ce livre depuis qu'il était sorti en version anglo-saxonne en 2009. Et il est enfin sorti en version française en janvier 2013 aux éditions L'Archipel. Les mêmes éditions qui ont déjà publié d'autres romans de cet auteur, mais bon, on y viendra un peu plus tard. Donc, alléluia, ils ont enfin réussi à le traduire, c'est pas trop tôt. Donc, gros coup de cœur pour ce roman de Philippa Gregori. Alors, Philippa Gregori, si vous ne la connaissez pas déjà, c'est un auteur de romans historiques, une auteure très douée, qui est notamment très connue pour son plus gros roman, son best-seller, Deux sœurs pour un roi, qui a été adapté en film absolument catastrophique. Là, je me dis que j'ai eu de la chance de m'en tenir à mon mantra, à savoir lire les livres d'abord et regarder les adaptations Ciné TV plus tard, parce que en ayant lu le livre qui était un peu plus gros que celui-là, d'après ce que je peux me rappeler, on s'aperçoit que le film n'a absolument rien à voir avec le livre, mais absolument rien à voir. Bon, je vais arrêter de secouer celui-là parce que on n'est pas en train d'en parler pour l'instant. Mais absolument rien à voir avec Deux sœurs pour un roi, c'est... Enfin, je sais pas comment vous dire, je vous ai déjà tout expliqué dans mon article sur Deux sœurs pour un roi que j'avais chroniqué, donc je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos en bas, n'hésitez pas à aller voir. Rapidement, c'est sans queue ni tête et je comprends pas comment est-ce que l'auteur a pu accepter qu'on dénature son œuvre à ce point, à savoir que le peu du roman qui est raconté à l'intérieur doit représenter seulement un quart du livre, tous les petits extraits mis bout à bout, et les seules parties qui sont relatées dans n'importe quel sens. À savoir que la chronologie elle-même de l'histoire est même pas respectée, et donc qu'on fasse marcher les ciseaux pour arriver à couper une œuvre, pour arriver à adapter Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson a bien été obligé de le faire, mais au moins il a gardé la cohérence du récit, alors que là ça a été juste un vrai désastre. Donc non, big no-no pour Deux sœurs pour un roi, le film. Par contre, le livre, allez-y, c'est vraiment génial. Génial, génial. Et alors forcément, celui-là, ça ne pouvait être qu'un gros coup de cœur. Et une fois de plus, Philippa Gregori ressort toutes les caractéristiques qui font qu'elle est un auteur de génie, à savoir un récit donc incroyablement bien documenté, qui nous donne des détails tant au niveau des dates, que des batailles, que des noms des lords, des chevaliers, des propriétaires de terre, et des comtes et des ducs qui sont affiliés à telle ou telle partie. Enfin bon, c'est juste incroyable, mais tout ça sans alourdir le récit, parce que ce qui fait la particularité des romans de Philippa Gregori, c'est qu'ils sont écrits à la première personne, toujours du point de vue de l'héroïne principale, en tout cas pour Deux sœurs pour un roi, et pour La Reine clandestine, c'est toujours vu par un personnage féminin qui est le centre du roman. Pour l'histoire en elle-même, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, La Reine clandestine, c'est le premier ouvrage d'une trilogie qui s'intitule The Cousins' War, la guerre des cousins ou la guerre des deux roses. C'est cette période de l'histoire de l'Angleterre qui a lieu entre les années 1460, que je ne dise pas de bêtises, oui, et les années 1480 à peu près, 90. Donc l'histoire, c'est, pour faire court et pour essayer de faire simple, parce que c'est assez compliqué,
c'est qui prendra la place sur le trône. Non, vous inquiétez pas, je vais rentrer un peu plus dans les détails quand même. Donc globalement, vous avez une lignée, les Plantagenets, et dans cette lignée d'héritiers, vous avez plusieurs familles, cousines, qui se sont donc chacune divisées en clans, et donc vous avez d'un côté les Lancastres, dont l'emblème est la rose rouge, si je ne m'abuse. Vous avez de l'autre côté les York, dont l'emblème est la rose blanche. Et au milieu, vous allez avoir les Tudors à un certain moment. Voilà, donc vous voyez le lien avec Deux sœurs pour un roi par la suite, qui se passe chronologiquement donc après la guerre des cousins. Et donc qui vont commencer à apparaître dans le récit à peu près à la moitié du roman. Mais je n'en dis pas plus, ne vous inquiétez pas de spoilers, sauf si je vous préviens. Donc oui, alors, vous voyez l'histoire du point de vue d'une jeune femme qui s'appelle Elizabeth Grey ou Elizabeth Woodville, qui est veuve, qui a 26 ans, dont le mari est décédé durant la guerre qui opposait sa famille initialement alliée aux Lancastres contre les York. Entre-temps, les Lancastres ont perdu la bataille et les York ont remporté le trône, et donc Édouard IV est sur le trône maintenant, alors que le roi Henri, l'héritier un peu simple d'esprit de la famille Lancastre, j'essaye toujours de ne pas me tromper, est plus ou moins défait. Cette très chère Elisabeth va un jour plus ou moins fortuitement rencontrer le roi, et le roi va s'éprendre d'elle. Tout ce que je raconte, c'est une histoire vraie, hein. Enfin, c'est un roman historique, mais c'est basé sur des faits réels. Hein. Et donc, il va s'éprendre d'elle, et pourquoi le titre La Reine clandestine? Le titre traduit en français, parce que il va décider de l'épouser, mais au lieu de faire un mariage grandiose, pompeux, entouré de ducs et de lords et de la cour entière pour témoins, il va l'épouser plus ou moins dans l'intimité, avec uniquement les proches parents de cette demoiselle. Donc tout ce que je vous raconte, je répète encore, ce ne sont pas des spoilers, vous pouvez le lire à l'arrière du livre. Donc c'est littéralement les premiers chapitres du bouquin, hein. Donc ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de vous spoiler du tout. C'est la base du livre, en fait. Que dire? Donc voilà, alors pourquoi la reine clandestine? Parce que forcément, les gens qui vont vouloir s'en prendre à elle, vous pensez bien, dans une guerre qui oppose des gens d'une même famille, dès qu'une pauvre fille venue de la campagne, enfin même si elle n'est pas totalement une campagnarde, mais bon voilà quoi, elle n'a pas de titre aussi élevé que les gens de la cour. Une fille comme ça qui s'élève aussi rapidement, ça provoque et ça suscite des convoitises incroyables. Et donc ses détracteurs n'auront de cesse que de dire qu'elle ne s'est pas réellement mariée au roi en fait, et donc la reine clandestine. Malgré tout, alors donc ça m'amène à parler de la traduction que je trouve un peu... Donc, traduction dans le texte extrêmement bien faite. Le texte en lui-même est incroyablement facile à lire, mais néanmoins comporte un langage d'époque, en fait. Donc, on est vraiment... même si c'est écrit à la première personne, on est vraiment emporté totalement dans l'Angleterre du XVe siècle, et c'est totalement... magique, donc bravo à la traductrice française. Ce qui m'amène donc à vous parler de la traduction du titre de l'ouvrage, que je ne comprends pas trop. Pourquoi est-ce que les éditions L'Archipel ont traduit La Reine clandestine, alors que le titre en VO s'intitule The White Queen? Mon explication la plus probable, sachant que le titre en VO du premier tome s'appelle The White Queen, le titre en VO du deuxième tome s'appelle The Red Queen, et le troisième tome s'intitule The Lady of the Rivers. Je vais vous expliquer tout ça rapidement. Pourquoi? The White Queen, tout simplement parce que la guerre des cousins a également un autre nom, à savoir
la guerre des deux roses, qui était le symbole des deux grandes maisons qui s'affrontaient, à savoir les Lancastre et les York, les Lancastre ayant pour symbole la rose rouge et les York la rose blanche. Donc d'où la Reine Blanche et la Reine Rouge, puisque le premier volume nous parle de cet affrontement du point de vue de Elizabeth Grey Woodville, qui va devenir l'épouse du roi yorkiste Édouard IV, et donc la Reine Blanche. Et le deuxième volume va nous parler de Lady Beaufort, que je ne dise pas de bêtises, qui est la mère de Henri Tudor. Oui, oui, vous voyez bien le lien avec le roman de Sort pour un roi, mais je n'en dirai pas plus. Et donc cette Lady Beaufort, qui est du côté des Lancastre en fait, et qui a pour emblème donc la rose rouge, et donc The Red Queen, logiquement. Maintenant, le troisième tome, pourquoi The Lady of the Rivers, donc la Dame des Rivières? Parce que Elisabeth, l'héroïne en fait, donc la Reine Blanche yorkiste, est supposée être une descendante d'une certaine Mélusine, la fée Mélusine, qui est un personnage mythologique très prisé à l'époque médiévale. Et donc, selon la légende, ça aurait été une femme qui de temps en temps se transforme en poisson et se transporte dans tous les cours d'eau et toutes les étendues d'eau du royaume. Et donc, elle aurait légué à ses descendantes féminines un don de prémonition, de sorcellerie. On n'apparenterait pas forcément ça à de la sorcellerie dans le mauvais sens du terme, en fait, plus de la magie blanche. Sachant que c'était très dangereux à l'époque d'être considérée comme une sorcière, ça pouvait vous amener à être tué sans l'ombre d'un procès juste pour une accusation, en fait. Et c'est quelque chose qui est assez développé dans l'ouvrage aussi. Et pour cela, Philippa Gregory nous immerge incroyablement bien, si je puis dire, à l'intérieur de tout ce monde de légendes, de mythologie qui peuple l'époque de l'histoire, en fait. Donc le Moyen-Âge et le début de la Renaissance en Angleterre. Petite information, donc bon, c'est pas trop un spoiler, mais on va dire que les recherches de Philippa Gregory sont tellement poussées et tellement intéressantes que vous retrouvez des faits historiques qui sont avérés, et notamment, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais une certaine légende très macabre, et c'est même pas une légende puisque c'est un fait qui a été prouvé, démontré, et qui se rapporte à la Tour de Londres. Donc oui, la Tour de Londres, qui est très célèbre pour avoir été le théâtre de nombreuses exécutions et décapitations sous Henri VIII, donc dans le roman de Sort pour un roi, mais qui bien avant, donc déjà en 1464, sachant que de Sort pour un roi, si je ne dis pas de bêtises, se passe en 1530 à peu près, quelque chose comme ça, donc 70 ans plus tard. Et donc un autre triste épisode de la Tour, et qui est un des plus marquants maintenant, c'est l'épisode de la disparition mystérieuse et l'assassinat de deux petits princes enfants par leurs opposants, en fait, alors qu'ils étaient emprisonnés sans défense dans la tour et qu'ils auraient été assassinés. Et leur corps aurait été dissimulé, on les aurait jamais retrouvés. Et ce n'est que vers le XVIIe ou XVIIIe siècle qu'on aurait retrouvé des restes, des ossements humains d'enfants dissimulés sous une des portes de la tour, en fait, il me semble, d'après ce que j'ai pu en lire. Et donc apparemment, on aurait redécouvert ces corps, en fait. Et donc c'est l'un des épisodes les plus macabres que l'on vous raconte si vous visitez la Tour de Londres en Angleterre. Voilà, donc ça m'amène à conclure cette première chronique littéraire vidéo avec donc Philippa Gregory,
Premier tome de la saga The Cousins War aux éditions L'Archipel, intitulé La Reine Clandestine. Je vous conseille amplement de l'acheter si vous avez les moyens. Je sais que 22 €, oui 22 €, bon, c'est pas donné pour un livre, sachant que bon, il ne fait environ, allez, 343 pages, mais croyez-moi, ça en vaut largement le coup, c'est incroyablement passionnant, un total coup de cœur pour ce bouquin. Sincèrement, c'est ce qu'on appelle un page turner, c'est-à-dire que vous rentrez dedans, vous pouvez plus le lâcher, vous êtes complètement happé par l'histoire et vraiment c'est un énorme coup de cœur, 5 étoiles pour ce livre. J'ai vraiment hâte que les éditions de l'Archipel continuent à publier du Philippa Gregory parce que jusqu'à présent il n'y a que 2 sœurs pour un roi et l'héritage Boleyn qui ont été publiés de cet auteur alors qu'elle en a écrit tellement d'autres. En tout cas, qu'ils finissent au moins d'éditer cette saga, donc The Red Queen et The Lady of the Rivers. Sachant après que, à mon avis, ce qui a motivé l'édition de ce premier tome de la saga, c'est que actuellement la BBC est en train de l'adapter en série télé, et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir voir cette série parce que je pense que ça peut être intéressant si c'est aussi passionnant que les Tudor que j'ai vraiment adoré comme série, au contraire de l'adaptation en film de 2 sœurs pour un roi, donc j'espère que ce sera une très très bonne adaptation fidèle au livre. Après je ne sais pas du tout si Philippa Gregory a son mot à dire dans l'adaptation, j'espère pour que tout reste fidèle et qu'il ne nous en fasse pas un navet total. Et je vous retrouve donc pour une prochaine chronique. Salut!